Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo où on va parler de Game Changer Wrestling et d'All Japan. On va parler pour ce qui est de Game Changer Wrestling de leur show Take Care. C'est un show qui s'est déroulé le 6 mars dernier et qui comprenait notamment un match de championnat du monde défendu donc par Ricky Shane Page. Mais c'était pas un simple match de championnat du monde parce qu'il affrontait Joey Janela et Joey Janela mettait en lice ses droits du Spring Break. Donc en avril, dans le week-end de WrestleMania, il y aura un show Spring Break donc produit par Joey Janela, et si Ricky Shane Page gagnait, il avait les droits du Spring Break, et donc ça devenait un show spécial de 4-4 à Ricky Shane Page Spring Break. Mais voilà un peu pour la présentation de ce show Game Changer Wrestling Take Care, qui avait également une carte très alléchante dans l'ensemble, on y reviendra. Et du côté de All Japan Pro Wrestling, on va parler du deuxième show, Dream Power Series, show qui s'est déroulé le 8 mars. Alors c'est un show qui contenait notamment un match de championnat All Asia, donc vu qu'il y avait un match de championnat, je me devais de parler du show. Donc voilà les titres All Asia Tag qui étaient défendus, c'était pas le main event, mais qui étaient défendus par Izanagi et Zeus contre Atsuki Aoyagi et Rising Hayato. Là aussi, on y reviendra en temps venu, puisqu'on va commencer par Game Changer Wrestling Take Care. Et c'était le premier show Game Changer depuis les deux Bloodsports qui se sont déroulés en février. Et également le dernier show Game Changer avant leur fameux week-end du collectif, leur fameux week-end de WrestleMania où ils vont produire, je crois, une douzaine de shows, notamment en collaboration avec No Peace Underground. Je crois qu'il y en a un également en collaboration avec VXS. Enfin voilà, il y aura une douzaine de shows Game Changer Wrestling le week-end de WrestleMania. C'était le dernier show donc pour préparer tout ça. Et on a commencé le show avec un No Rope Barbed Wire Deathmatch entre Jimmy Lloyd et G. Raver. Ça a duré 18 minutes pour voir une victoire de Jimmy Lloyd. Alors personnellement, c'est mon deuxième match préféré du show. J'ai vraiment adoré le match, hein, clairement. Malgré le fait que je suis pas fan de deathmatch, franchement les deathmatch US, comme je le dis souvent, ça passe bien mieux pour moi que le deathmatch japonais. Vraiment très bon opener. Le choix de l'opener est logique étant donné que les mecs doivent dans tous les cas préparer le ring pour le match, et donc ils vont pas faire ça en milieu de show. Voilà, ils doivent préparer le ring, mettre les barbelés à la place des cordes. Donc moi, ça me choque pas, c'est normal que ce soit l'opener. Et franchement, il y a des spots qui sont vraiment impressionnants où il passe à travers les barbelés pour atterrir à l'extérieur du ring, c'est sur des Dead Valley Driver, tout ça. Enfin, franchement, vraiment très brutal, avec des spots très impressionnants. Jimmy Lloyd est très très charismatique et excellent sur ce qu'il fait. Jay Raver, pour le coup, je le connaissais un peu moins, mais il est également très bon dans le match. Franchement, j'ai aucun souci avec ça, enfin avec la stipulation. Pour le coup, là où d'habitude je suis pas fan de deathmatch, la stipulation a été super bien utilisée, du bon storytelling, voilà, des bons spots, et franchement, de la belle brutalité, mais vraiment, franchement, c'est hyper passé rapidement pour moi, ces 18 minutes de catch que j'ai vraiment adoré. C'est un très très bon choix d'opener en tout cas. Et donc, victoire de Jimmy Lloyd. On va passer maintenant au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était Mance Warner contre Charles Mason. Alors on a eu une victoire de Mance Warner pardon, assez facile en 4 minutes 20. Le match est bon, franchement. J'ai quand même mis 3,25 malgré le temps qui est assez court, parce que franchement les deux sont assez bons dans le ring, les deux s'entendent bien. Il y a pas de mauvaise communication, voilà. Il y a un match où il y a des armes qui sont utilisées, c'est logique puisqu'il y a Matt Warner. Enfin voilà, j'ai passé un bon petit moment devant. Je suis assez déçu que ça ait duré que 4 minutes. C'est évidemment le match le plus court du show, mais voilà, moi ça m'a pas choqué. Il faut bien un match comme ça, surtout vu la longueur des matchs sur le show. C'est absolument pas choquant de voir ça. Warner, il connecte bien avec la foule. Là où, franchement, d'habitude, sur les 1 contre 1 avec Mance Warner, j'ai un peu de soucis. Mais là, franchement, il a été très cool. Après, ça a duré que 4 minutes. Donc, en 4 minutes, il a pas eu le temps de me faire chier, Mance Warner. Mais franchement, il a été cool. Là, il a été cool. Charles Mason aussi, c'est un mec que j'avais jamais vu catcher, me semble, Charles Mason. Donc, voilà. Voilà vraiment un bon match. Mais voilà, c'est Balek, je vous conseille pas. C'est un 3,25, mais ça dure que 4 minutes. Et, enfin, limite, je trouve ça bien, comme j'ai dit, que ça dure que 4 minutes. On va maintenant passer au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était Calvin Tankman contre Braden Lee. Et vraiment, moi personnellement, j'ai trouvé que c'était un bon match. Victoire de Calvin Tankman logique en 10 minutes. Braden Lee a été assez green dans le match, il a loupé quelques petits trucs. Ça restait un match qui était assez ok, franchement. Un peu au-dessus de la moyenne, voilà, comme j'ai dit, 3 étoiles. C'est Braden Lee qui fait baisser un peu la qualité du match, honnêtement, mais Calvin Tankman reste vraiment très très bon. Tankman, c'est un excellent powerhouse, très crédible, qui carry le match. Franchement, c'était bien de voir un match encore assez court. 10 minutes, voilà, parce que les matchs sont très longs, hein, dans le show Game Changer, et même dans les show Game Changer en général, les matchs sont assez longs. Mais là, ça m'a fait plaisir, voilà, de voir 10 minutes, c'était bien, rien n'a été exceptionnel, honnêtement, voilà, comme j'ai dit, j'ai mis 3 étoiles, ça a été un peu green sur les bords, il y a eu 2-3 botches, mais ça reste cool, ça reste bien à suivre, c'est pas un match que je conseille, mais vraiment, quand on voit tout le show,
C'est un match qui fait vraiment plaisir en tout cas. Et enfin voilà, Tankman reste très bon et Tankman, j'ai vraiment envie parce que du côté de MLW, j'ai vraiment envie qu'ils prennent le titre World de Jacob Fatu. Il y a une rivalité en ce moment entre Fatu et Tankman. J'ai vraiment envie que Tankman lui prenne le titre parce que Tankman il est fantastique. Et enfin voilà, clairement Calvin Tankman c'est un des noms qui me plaît le plus dans l'indie US en ce moment, Calvin Tankman. Mais voilà, là le match reste pas ouf, mais vraiment Calvin Tankman, je sais que contre un gros adversaire il peut faire un match de malade. Franchement Calvin Tankman c'est un catcheur sur lequel il faut évidemment garder un œil parce que c'est vraiment une pépite de l'indie US actuellement. Et du coup voilà pour ce match, donc remporté logiquement par Tankman. On va passer maintenant au match entre Atticus Cogar et Effie. Ça a duré 8 minutes pour voir une victoire d'Atticus Cogar. Alors on va déjà parler de ce qui s'est passé avant le match. Il y a Atticus Cogar qui a proposé à Effie de rejoindre 4-4-OH, donc le clan de Ricky Shane Page, où il y a également Atticus Cogar, Gregory Iron, pardon, et Eric Ryan. Cogar propose donc à Effie de rejoindre 4-4-OH. Effie ne veut pas, et le match commence, donc voilà, Cogar est énervé que Effie ne veuille pas rejoindre le clan. Et franchement, on a eu le droit à un match très brutal de 8 minutes dans lequel t'as Effie qui commence à dominer le match. Derrière, Effie veut faire un dive sur Kogar. Kogar contre en lui jetant un light tube à la gueule. Tu vois, Effie, au bout d'1 minute de match, il a la tête en sang, vraiment, ça c'était ouf. Tu fais ça, tu fais, ah oui, ok, ah oui, ok. Et non, franchement, Kogar, moi, c'est mon catcheur préféré dans l'NDUS actuellement. Je le trouve super charismatique. Il fait son entrée déjà, t'es dans le match. T'es dans le match rien que pendant ton entrée. Non, mais franchement, c'est, Effie a été bon dans le match également. Bon face work, qui est causé évidemment par l'excellent heal work de Atticus Cogar que j'ai trouvé fantastique dans le match. Franchement, ouais. J'ai vraiment marqué quand il a commencé à faire saigner Effie en lui jetant light tube à la gueule. Il y a eu des spots avec des pics également. Voilà, c'était un match assez hardcore et qui était vraiment très très bon pour du 8 minutes. J'étais vraiment investi de fou. Et moi j'ai mis 3,5. Voilà, c'est mon 4e match préféré du show en tout cas. Et une victoire assez décisive pour Atticus Cogar. Qui a été vraiment, vraiment excellent dans le match. Et Effie également. Effie était vraiment bon dans le match. Mais c'est évidemment Kogar que je retiens parce que moi je le trouve au-dessus des autres, Atticus Kogar tout simplement. Et sa victoire est assez logique. On va passer maintenant à l'après-match. L'après-match, on a du coup 4-4-OH qui a débarqué 4-4-OH et Ricky Shane Page en tête de gondole qui arrive sur le ring avec ses sbires et qui propose à Effie de rejoindre 4-4-OH, qui le menace un peu, voilà, qui lui propose définitivement de rejoindre 4-4-OH après s'être fait laminer par Atticus Kogar. Effie cette fois-ci accepte, met le t-shirt de 4-4-OH, fait des fuck à la foule et tout. Il va dans les bras de Ricky Shane Page, tout. Enfin voilà, t'as une scène où Effie fait un peu un heel turn. On en reparlera plus tard vers la fin du show parce que ça a son importance. Effie fait donc un petit heel turn en rejoignant, enfin même pas un petit heel turn, il rejoint 4-4-OH, qui est quand même le plus gros clan de ville de l'Indie US. Et enfin voilà. En tout cas, vraiment ça m'a un peu surpris de voir ça. Mais bon, on en reparlera en temps venu dans le show parce que ça a son importance, comme je l'ai dit. On va passer maintenant, du coup, au 5e match du show. Le 5e match du show, c'était Alex Colon contre Nolan Edwards. Ça a duré cette fois 18 minutes. Donc, comme vous voyez, un match assez long, où il y a eu évidemment des armes qui ont été utilisées. Hein. C'est Alex Colon, c'est pas surprenant. Alex Colon, il est très très bon dans ça. Moi personnellement je mets 3,25 parce que sur la fin t'as beaucoup trop de kick-out. Franchement t'as des grosses prises, t'as un météora d'Alex Colon à travers du verre sur la tête de Nolan Edwards. Edwards se dégage quand même. Enfin après, voilà, ça m'a un peu saoulé honnêtement qu'il y ait trop de kick-out pour amener la fin. Victoire évidemment d'Alex Colon. C'est lui le plus expérimenté dans ce genre de match hardcore comme ça. Moi ça me paraît logique de voir Nolan Edwards perdre. Nolan Edwards c'est un mec que j'adore, hein, mais il est jeune, voilà, et que c'était logique de donner la victoire à Alex Colon, qui fait évidemment une très bonne performance de Babyface également de Nolan Edwards. La fin, ça s'est un peu perdu, mais moi je mets un bon 3,25 parce que je suis jamais réellement sorti du match sur du 18 minutes. Franchement, c'était vraiment un bon match. C'est pas le match que je vais conseiller, mais ça faisait vraiment son taf comme ça en milieu de carte. Ça a été selon moi bien construit avec des spots assez inventifs. Malheureusement peut-être un peu trop de spots justement, mais tout ce qui a été produit a été bon. Alors voilà, je vais pas cracher sur le match, hein. Clairement c'était vraiment un bon match. Et moi je lâche le 3,25, peut-être qu'avec un ou deux kick-out en moins je mettrais 3,5 parce que c'était vraiment un match très très quali, en tout cas dans son genre, et j'étais assez investi. On va maintenant passer du coup à cette victoire d'Alex Colon contre Nolan Edwards, à un match entre Tony Deppen et Ken Broadway. Ken Broadway qui avait, je le rappelle, battu ACH en début d'année du côté de chez Game Changer. Et ce Deppen Broadway a duré 13 minutes pour voir une victoire logique de Tony Deppen. Personnellement, je m'attendais quand même à un bon petit match. Ça a été bien, hein. Honnêtement, moi j'ai mis la note de 3,25. Je pense que j'attendais peut-être un peu meilleur, honnêtement. Les deux ont été très bons, hein, mais j'attendais peut-être un peu meilleur. Deppen, c'est un super heel. Franchement, il a beaucoup de charisme, il joue bien avec la foule, et Broadway, c'est toujours un très bon catcheur. À un moment, il fait un super backbreaker quand Deppen est sur les cordes, il fait un super backbreaker sur Tony Deppen, qui était assez violent d'ailleurs, et moi j'ai vraiment adoré ce spot, c'est mon spot préféré du match.
Enfin voilà, c'est 13 minutes de bon catch, vraiment, il y a rien de spécial à signaler, il y a pas trop de storytelling entre les deux, mais voilà, ça se regardait vraiment, c'est pas un match qui est absolument à voir du show, vraiment, il y a d'autres matchs qui sont évidemment meilleurs, mais franchement, ça faisait le taf pour où c'était dans la carte, pour ceux que ça précédait, et enfin voilà, vraiment très cool à regarder en tout cas. Tony Deppen, c'est toujours quelqu'un que j'adore particulièrement. Chaque fois que je le vois dans l'Indie US, c'est vraiment super, que ce soit chez Game Changer ou chez Beyond, ou même comme j'en avais parlé dans une vidéo il y a pas longtemps, chez ICW No Holds Barred, Tony Deppen, c'est tout le temps vraiment super, et là son match contre Ken Broadway était vraiment très cool. Pour moi, c'est un bon 3-25, voilà, vraiment un match bien plaisant. On va pouvoir passer maintenant, après ce Tony Deppen contre Ken Broadway, remporté logiquement par Tony Deppen, à un match qui opposait AJ Gray à Jordan Oliver, et Jordan Oliver a réussi à remporter ce match en 17 minutes 30. Moi, c'est mon match préféré du show, hein, personnellement. J'ai mis 3,75, j'ai vraiment été très proche de mettre le 4. Franchement, Oliver, c'est quelqu'un que j'adore, hein, vraiment. Là, il a son match contre Deppen, qui est toujours mon match préféré de l'année. Et enfin voilà, Oliver, à chaque fois que je le vois sur un ring, c'est une bonne perf. AJ Gray, c'est vraiment une valeur sûre dans l'Indie US. C'est un excellent catcher, vraiment. AJ Gray, ancien champion de Game Changer pour 2 petites minutes, voilà, quand il se laissait fait prendre par Ricky Shane Page, voilà. Mais enfin voilà, AJ Gray, ancien champion de Game Changer quand même. Vraiment, techniquement, ce match, il était super bon, vraiment. Des super bons moves techniques, des très bons spots, franchement. Oliver, il est meilleur, il est meilleur et meilleur. Franchement, quand je l'ai connu, premièrement, fin 2019, du côté de chez MLW, bon, c'était vraiment très green, c'était pas ouf, et franchement, là, il vient excellent, Jordan Oliver. AJ Gray, c'est toujours bon. Euh, des très bons échanges techniques, comme j'ai dit, avec des tombées qui ont été tentées très rapidement, très techniquement, de manière très fluide. Franchement, j'ai adoré. Jordan Oliver remporte le match avec un jackknife pour pas décrédibiliser AJ Gray. Et le truc est bien amené, voilà, le jackknife est bien amené avec un peu de trucs techniques et Oliver qui tient les jambes de Gray qui passe pour le jackknife pour surprendre AJ Gray qui remporte le match. Moi personnellement j'ai trouvé ça très bien effectué par Jordan Oliver. La fin est assez intelligente, même si dans un autre contexte ça aurait pu me gêner, mais là ça m'a pas gêné du tout. Voilà, c'était vraiment mon match préféré du show. Pour moi c'est le match à voir du show, hein, ce AJ Gray contre Jordan Oliver, c'est clairement une très belle surprise. 17 minutes de super bon catch technique. Et du coup, après ce match qui était très bon, il y a eu un après-match parce que Jordan Oliver a pris un micro et par rapport à ses victoires contre AJ Gray, il s'est senti assez en confiance et donc il a décidé de défier Lio Rush pour un match futur. Ce sera sûrement dans un show du collectif. Je ne sais pas exactement où le Oliver Rush a été annoncé, mais franchement, c'est un match qui m'a hypé énormément. Lio Rush, je l'adore, et Jordan Oliver également. Ça risque d'être très bon. Ces deux mecs qui sont très bons dans le ring. Et Oliver qui défie Lio Rush, qui prend un petit excès de confiance comme ça. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça dans le développement du perso de Jordan Oliver. C'est vraiment très bien. Et ça risque d'être un excellent match. En tout cas, je l'attends beaucoup. On va maintenant passer au pré-main event du show. Le pré-main event du show, c'était un match intergender, puisqu'on avait Ali 4 qui était initialement prévu pour affronter Schlack, hein, je précise, qui s'est opposé à Levi Everett. Ça a duré 6 minutes 30 pour voir une victoire de Ali 4 qui est assez logique selon moi. Personnellement, c'est le match que j'ai le moins aimé du show, hein. Honnêtement, j'ai mis 2,75, c'était assez brouillon. Quasiment rien était assez intéressant, franchement. Il y a eu trop de spots comédie pour un match de 6 minutes pour avoir de l'assez bon in-ring. Voilà, il y avait un peu trop de comédie à mon goût. Enfin voilà, c'était un match intergender très classique, qui était vraiment trop court honnêtement pour bien rentrer dedans. J'ai jamais réussi à rentrer dans le match. La victoire d'Alicat est logique, mais enfin, voilà, il y a quelques spots comédie qui sont pour moi inutiles dans le truc où il faudrait déjà allonger la longueur du match si tu veux garder tes spots comédie ou bien faire du full in-ring sur du 6 minutes 30 parce que sur du 6 minutes 30 c'est très compliqué comme Mance Warner avait fait en début de show contre Charles Mason en 4 minutes 30 c'était pur in-ring et j'ai mis 3,25 et là je mets 2,75 parce que vraiment il y a quelques moments dans le match qui me gênent par rapport au temps qu'il leur est donné. Enfin voilà, c'est aussi con que ça et franchement le match il n'y a pas grand chose à dire dessus. En toi c'est assez vide honnêtement comme match. Et enfin voilà, c'est pas à voir évidemment. Ce qui est à voir, c'est ce qui va se passer après. On va passer rapidement du coup de ce Alicat contre Levi Everett pour aller vers le main event du show, Game Changer Wrestling Take Care. C'était Ricky Shane Page qui défendait son championnat World de Game Changer Wrestling, qu'il a depuis décembre 2019. Donc je le rappelle, contre Joey Janela. C'était un match, comme j'ai dit en début de vidéo, où les droits du Joey Janela Spring Break étaient en jeu. Si Joey Janela perdait, il n'y avait pas de Joey Janela Spring Break, mais un show spécial avec Ricky Shane Page Spring Break. Enfin voilà, un show spécial de 4-4-OH. Et Joey Janela n'avait pas son Spring Break cette année. Mais s'il gagnait, il se pointait au Joey Janela Spring Break à son show en champion du monde de Game Changer. Donc enfin voilà, c'était un match avec un très gros enjeu.
jeu ce Shane Page contre Janela. Il faut préciser aussi que Farfetch n'avait pas le droit de toucher à Janela, voilà, n'avait pas le droit d'attaquer Janela, sous peine de disqualification et de perte de titre pour Ricky Shane Page. Euh, si Ricky Shane Page perdait le match parce que Farfetch attaquait donc Janela, enfin, je veux dire, les interventions étaient autorisées à part celles des clans de Farfetch, voilà, de Kogar, tout ça, des filles d'Iron et de Gregory Ryan, d'Eric Ryan, pardon, sous peine de perdre de titre pour Ricky Shane Page, et donc on va rentrer dans le match en lui-même, ça a duré 29 minutes, franchement, personnellement, je l'ai mis 3,75 le match, je suis plus proche du 3,5 que du 4, parce que, franchement, il y a des choses qui sont très très bonnes dans le match, le début est très très cool, franchement, il se regarde un peu, voilà, ça va pas trop vite, ça aurait été assez logique que ça aille trop vite, vraiment. Shane Page a un excellent healwork, j'adore Ricky Shane Page, il est fantastique dans son healwork, franchement, moi j'ai adoré, il y a eu quelques spots à l'extérieur du ring avec des tables qui étaient très très bons, très très bien utilisés. Shane Page joue super bien avec la foule, t'as la foule qui lui fait des fucks, pardon, Rick Shane Page il est en train de rire. Enfin, voilà, c'est vraiment, il y a des trucs très bien, Janela c'est un bon babyface, il y a à l'extérieur du ring, comme j'ai dit, des spots qui sont très intéressants en termes de babyface work, où Janela se jette à travers le bar sur Ricky Shane Page, enfin voilà, il y a vraiment des trucs qui sont très très cool dans le match. Il y a des trucs qui sont assez dérangeants, voilà, il y a des petites fins d'intervention, tout ça, de la part de Farfetch. Il y a un moment, une intervention d'Effie dans le match, Effie qui vient tout juste de rejoindre Farfetch, et Ricky Page lui dit vas-y, attaque Janela, et en fait, Effie ne rejoignait pas Farfetch, il fout un gros coup dans les couilles de Ricky Page, et rejoint pas finalement Farfetch. Et donc voilà, on apprend que Effie n'avait pas heel turn, ce qui est assez logique honnêtement, qu'il rejoigne pas Farfetch, Effie, on va pas se mentir. Et il donne l'avantage à Janela, Janela en profite pour attaquer Rick Shane Page, il y a un splash sur Rick Shane Page à travers une table, enfin voilà, vraiment t'as un gros moment où tu penses vraiment que Janela peut gagner, finalement Rick Shane Page arrive à se dégager, et on a à la fin du match Chris Dickinson qui arrive à un moment, regarder si Janela va bien, et derrière il repart, enfin voilà, parce que t'as Effie du coup qui se bat avec tout Farfetch est dégagé de l'extérieur du ring, Dickinson il va voir si Janela va bien, et Ricky Shane Page continue de se faire dominer, Janela tente un tombé, et là Chris Dickinson arrive, prend Janela, lui fout une grosse German et l'empêche de gagner le championnat Game Changer. Dickinson donc attaque Janela, le tabasse et laisse Ricky Shane Page gagner le match. Et donc voilà, Ricky Shane Page conserve son titre Game Changer Wrestling, a désormais les droits du Spring Break qui aura lieu dans les shows du collectif le week-end de WrestleMania. Et Chris Dickinson, je le rappelle, ne fait pas partie de Farfetch, donc il avait le droit d'intervenir et donc ça a été amené comme ça. Alors soit, je pense pas qu'ils vont faire ça, soit Chris Dickinson va rejoindre Farfetch, soit ils vont, ça je pense pour le coup qu'ils vont faire ça, ils vont faire un Dickinson contre Joey Janela au Ricky Shane Page Spring Break, au show spécial de Farfetch dans le week-end du collectif. Et vraiment, ça c'est quelque chose qui m'intéresserait pour le coup, un Dickinson contre Janela. Dans tous les cas, ça va être fait évidemment. Quand je sais pas quand ça va être fait, mais Dickinson contre Janela, ça risque d'être super. Et franchement, voilà, le match est super en lui-même. Il y a de l'overbooking évidemment, c'est Farfetch. Moi, ça me gêne pas trop. C'est 29 minutes qui sont passées très vite avec un excellent work de Ricky Shane Page. Il y avait beaucoup de suspense. Enfin, personnellement, j'ai ressenti beaucoup de suspense durant ce match. Tu savais pas qui pouvait gagner. Vraiment, tu savais pas s'ils allaient oser donner un show spécial comme ça à Ricky Shane Page à la place du Janela Spring Break. Ils l'ont fait et c'est pour moi très très cool et c'est un show que je regarderai évidemment avec beaucoup d'attention, moi grand fan de Farfetch, de Ricky Shane Page notamment et d'Acticus Kogar, hein, pour ne citer que, parce que les autres aussi je les adore, hein, mais Shane Page et Kogar c'est mes deux chouchous de toute façon dans tout l'indie US. Et donc voilà pour ce match que j'ai noté comme je l'ai dit un peu plus tôt, 3,75 et qui est mon troisième match préféré du show que je conseille évidemment. Et on va passer maintenant à l'après-match puisqu'il y a un après-match. Il y a un grand retour, donc voilà, tu as Farfetch qui célèbre sur le ring la victoire de Ricky Shane Page, voilà leur show Ricky Shane Page Spring Break du côté du collectif qui célèbre, et là tu as une musique qui retentit, et j'ai reconnu la musique à la première note de musique, vraiment, t'entends la musique, tu te dis putain, et tu as le retour de Nick Gage à la Game Changer Wrestling, Nick Gage le grand rival de Ricky Shane Page, Nick Gage qui avait perdu, je le rappelle, un match contre Ricky Shane Page pour le championnat World de Game Changer Wrestling du côté du show Run Ricky Run en février dernier. Depuis, l'histoire était évidemment pas finie, c'est sûr qu'ils allaient refaire un Ricky Shane Page contre Nick Gage, et là t'as Nick Gage, il arrive sur le ring, il est trop badass, vraiment, il est acclamé par la foule. Nick Gage défonce tout Farfetch et il veut se battre derrière avec Ricky Shane Page qui sourit assez sadiquement à Nick Gage et qui se casse du ring, voilà, et qui se casse donc, et ça clôture le show, donc le grand retour de Nick Gage, personnellement je suis très très heureux de le voir de retour, de le voir, voilà, tabasser Farfetch pour la fin de show, voilà, parce que je pense pas qu'ils allaient finir, je pense assez logique, voilà, de pas finir le show sur de la grosse 8 non plus, tu vois, il y avait
pas spécialement besoin, même si bon, Ricky Shane Page s'est pris sa belle E8, tu vois. C'était magnifique, hein. Vraiment les moments où Ricky Shane Page, il se fait jeter des canettes à la gueule quand il est dans le ring en train de célébrer, c'est vraiment incroyable, ça. Tu te dis putain, mais quelle huile fantastique, quoi, quand tu vois ça. Et enfin, franchement, voilà, dans l'Indie US, ils ont peur de rien, c'est génial. Et j'ai hâte de voir un nouveau Ricky Shane Page contre Nick Gage. Clairement, ça me hype bien pour le championnat World. Et cette fois-ci, je pense que Nick Gage arrivera à battre Ricky Shane Page pour le titre. Ça me paraît assez logique. Et donc voilà, du coup, le show Take Care se termine sur ça. Franchement, c'était un excellent show personnellement. J'ai adoré ce qui a été présenté ici. S'il y a des matchs à conseiller honnêtement, c'est le AJ Gray contre Jordan Oliver. L'opener, le Neuro Barbed Wire Deathmatch entre Jay Rever et Jimmy Lloyd. Et évidemment, le main event entre Ricky Shane Page et Joey Janela avec tout ce qui s'ensuit, le retour de Nick Cage. Voilà, pour moi, c'est les trois matchs à conseiller du show, les trois matchs vraiment à voir impérativement. Après, il y a également le Kogar contre Effie qui est très très bon également. Mais en soi, tout le show se regarde, mais voilà, le show est très long, hein, le show dure plus de 3h30. Donc, enfin voilà, moi, c'est les matchs personnellement que je conseillerais s'il y a quelques trucs à voir de ce show. Et donc voilà, pour la partie sur Game Changer Wrestling Take Care, on va maintenant passer à la partie sur All Japan Pro Wrestling, à la partie sur le show All Japan Pro Wrestling Dream Power Series 2021, jour 2, show qui s'est déroulé le 8 mars et qui contenait, comme je l'ai dit un peu plus tôt, une défense de titre All Asia. On va commencer tout de suite avec l'opener de ce show Dream Power Series jour 2. C'était Shuji Ishikawa qui était opposé à Black Mensore. Shuji Ishikawa contre Black Mensore, il a duré 7 minutes pour voir une victoire de Shuji Ishikawa. Bon, c'était un match assez basique d'opener, moi ça m'a pas dérangé, j'ai mis 2,5, voilà, c'était cool, ça se regardait. Il y a quelques petites choses assez funny, assez drôles, voilà, de Black Mensore. Il est dans son personnage, il est cool, j'aime bien Black Mensore. Ishikawa a pas été ouf non plus, voilà, c'était pas super intéressant, mais vraiment bon pour un petit opener pour commencer le show. C'est pas un gros show, voilà, pour commencer à être un peu investi dans le show, clairement. Pour moi, l'opener était bon dans ce qu'il a voulu raconter, dans ce qu'il a voulu donner pour ce show. Et voilà quoi, il y a pas grand chose à dire si ce n'est que c'est une victoire logique de Shuji Ishikawa sur Black Mensore, parce que Shuji Ishikawa, on le rappelle, prépare le Champion Carnival, dont je ferai une preview un peu plus tard, dans peut-être une semaine. Je pense que je ferai une preview du Champion Carnival qui sera en avril. Et Black Mensore participera pas au tournoi, contrairement à Ishikawa, donc c'est assez logique. Et franchement, ça reste un match moyen, vraiment pas grand chose à dire en tout cas sur ce match auquel j'ai mis 2,5. On va maintenant passer à Yuma Aoyagi contre Takao Omori. Là aussi, ça a duré un peu plus de 7 minutes pour voir une victoire de Yuma Aoyagi qui est assez logique, même s'il gagne seulement avec un backslide. Je m'attendais à une victoire un peu plus décisive de la part de Yuma Aoyagi. Malheureusement, le finish est pas très très bien, pas très bien amené, voilà. Mais j'ai bien aimé l'opposition entre le vétéran Takao Omori et le jeune Yuma Aoyagi qui a gagné logiquement, hein, parce qu'il est champion par équipe, on le rappelle, avec Kento Miyahara, qu'on verra dans le main event, Miyahara, et c'était cool. Voilà, c'est un match assez solide, où il y a rien de spécial à retenir. Omori reste vraiment bon pour son âge. Takao Omori, il est vraiment, vraiment super. Il continue de faire des bonnes performances pour son âge, il met over les jeunes, voilà, là, il met over Yuma Oyagi, il le fait bien. Le match est bien pour ce qu'il veut faire, mais voilà, ça reste pas transcendant non plus, c'est logique, vu son placement et son utilité dans la carte. On va maintenant passer du coup au deuxième match, hein, après la victoire de Yuma Aoyagi. Le deuxième match, c'était un six-man tag team match, pardon, le troisième match, c'était un six-man tag team match, avec Okuto Mori, Jake Lee et Tajiri, donc Total Eclipse, hein, le nouveau clan de Jake Lee qu'il a créé après avoir éjecté Shotaro Hashino des Enfants Terribles. Donc Omori, Jake Lee et Tajiri ont affronté Hikaru Sato, Koji Iwamoto, ancien partenaire de Jake Lee au sein de Jin, et Shotaro Hashino, donc ancien leader des Enfants Terribles. Et c'était un très bon match qui est personnellement mon deuxième match préféré du show, hein, qui est remporté logiquement par Omori, Jake Lee et Tajiri. Voilà, c'est un nouveau clan, il faut leur donner des victoires. C'est un peu comme High End du côté de chez Dragon Gate, qui est un nouveau clan. Bah là, faut donner des victoires à Total Eclipse parce que c'est un clan qui vient de se créer. Voilà, Jake Lee, il est dans mes favoris pour le carnival, même si c'est pas un... Vraiment, mais contrairement à beaucoup de gens, Jake Lee, c'est pas mon favori premier sûr et certain qui va gagner le carnival, mais c'est un de mes favoris, clairement, Jake Lee, honnêtement. Après ce qui s'est passé avec le nouveau clan Total Eclipse, j'aime beaucoup le heel work de Jake Lee, ça m'intrigue assez de le voir l'idée de ce clan Total Eclipse. Il y a du bon storytelling entre Lee et Ashino, même entre Lee et Iwamoto, encore plus, parce qu'ils sont anciens partenaires. Iwamoto fait une très bonne performance, et j'adore déjà Total Eclipse, vraiment, c'est un très bon six-man, qui est propre dans ce qu'il veut raconter, dans ce qu'il veut amener par rapport au Champion Carnival.
et voilà, tout le monde est très bon. Hikaru Sato, comme je le dis souvent, c'est un catcheur qui est très sous-coté, et franchement, voilà, c'est 14 minutes de vraiment bon catch, et logiquement, un Jake Lee qui prend la victoire sur ce match. Et donc on va passer maintenant, après cette victoire de Total Eclipse, au fameux match pour les titres All Asia, qui n'était pas en main event, ce match pour les titres All Asia, où Izanagi et Zeus défendaient les titres contre Nextream, Atsuki Aoyagi et Rising Hayato, qui avaient gagné leur chance en remportant un freeway tag team match. Il me semble que c'était du côté du premier show du dernier show, pardon, Excite Series, le show où il y a Suama qui défend le titre contre Koei Sato. Voilà, c'est là que Aoyagi et Hayato avaient gagné leur chance championnat All Asia. Et donc on en vient du coup à ce match remporté par Izanagi et Zeus, donc qui conservent les titres au bout d'un peu moins de 13 minutes de match. Alors personnellement, je suis un peu déçu du résultat, hein. Je m'attendais à ce que Zeus perde quand même les titres All Asia avant le Champion Carnival, parce que franchement, ça le retient un peu dans la mid-card d'avoir ces titres All Asia qui sont pas super prestigieux honnêtement. Chez All Japan, enfin voilà, c'est les titres tag de mid-card qu'il a Zeus concrètement. Ça l'empêche d'aller un peu plus haut dans la carte, et moi ça me dérange que Zeus soit toujours champion. Pour le coup, Atsuki Aoyagi et Rising Hayato, je pensais que c'était l'équipe parfaite pour prendre les titres. Clairement, c'est deux juniors qui sont vraiment devenir, qui sont excellents dans tout ce qu'ils font. Là encore, ils font un très bon match tous les deux. Bon, Zeus aussi, il fait un super match. À un moment, il a des chops, une série de chops sur Rising Hayato qui est ultra violente. Vraiment, ça m'a impressionné. Euh, Zeus c'est comme toujours montré très costaud quand il défend les titres All Asia, et ben voilà. Aoyagi et Hayato, c'est clairement deux juniors qui représentent le futur de la division junior de chez All Japan Pro Wrestling. Atsuki Aoyagi, je rappelle qu'il a 21 ans, et Rising Hayato 22 ans. Donc pour vous dire un peu le potentiel qu'ont les deux mecs, voilà. Et moi je mets 3,25. Voilà, c'est vraiment un bon match, c'est mon troisième match préféré du show. Enfin voilà, ça reste cool. Voilà, une bonne défense de titre pour Izanagi et Zeus. Mais là, je me demande vraiment qui va pouvoir aller les chercher, parce que Aoyagi et Hayato, personnellement, ça me paraissait être l'équipe parfaite pour prendre les titres. Bon, après, ça va pas être forcément des juniors, hein. Je me rappelle, à une époque, il y avait Jun Akiyama et Yuji Nagata qui étaient champions All Asia en 2018. Donc, enfin voilà, rien n'est joué. Il peut encore y avoir une grosse équipe qui puisse aller chercher pour les All Asia, même si je verrais pas trop d'intérêt pour le coup. Donc voilà pour cette défense de championnat All Asia qui a duré 12 minutes. On va passer maintenant au main event. Le main event, c'était un six-man tag team match avec Kento Miyahara, Suama et Yoshitatsu contre Akira Francesco, Dan Tamura et Ryuki Honda. Donc d'un côté l'équipe des très expérimentés chez All Japan, et de l'autre l'équipe des petits jeunes. Voilà, Dan Tamura, Ryuki Honda, toujours des Young Lions. Akira Francesco, c'est quelqu'un qui a beaucoup, qui perd tout le temps, on va dire, voilà, qui est pas considéré comme un Young Lion, qui est dans la division junior, voilà, qui a des petits trucs, voilà. Et de toute façon, j'adore tout le monde. J'ai Akira Francesco, je l'adore, voilà, tout particulièrement, en tout cas dans son équipe. Ça a duré 21 minutes pour voir une victoire de Miyahara, Suama et Yoshitatsu qui est assez logique. C'est Miyahara qui prend la victoire, qui est encore plus logique quand tu sais que Suama et Tatsu vont s'affronter pour le Triple Crown dans pas longtemps. Ce mois-ci, c'est logique d'en faire gagner aucun des deux et de faire gagner Miyahara. D'ailleurs, Miyahara a vraiment été très bon. Franchement, Miyahara super charismatique. Enfin, tu sais, il fait son entrée là et puis il fait applaudir la foule. Il connecte super bien. Même moi, j'applaudis là. J'applaudis Miyahara en même temps. C'est incroyable. Kento Miyahara et même sa performance in ring dans le match, elle est super bonne. Et voilà, il y avait du bon storytelling entre Suama et Tatsu. T'as Tatsu qui fait directement, il est sur le ring, il fait directement le tag à Suama pour le laisser entrer. Ça, j'ai trouvé ça très cool personnellement. Enfin voilà, il veut pas commencer le match, il laisse Suama faire. Suama va le faire un peu plus tard dans le match, et il va foutre pour le coup un gros coup dans le torse de Tatsu pour faire le tag. Tu fais ouf, pauvre Tatsu là, son coéquipier, qu'est-ce qu'il lui fait? Enfin voilà, moi c'est un très bon match, j'ai mis 3,5, ça prépare bien le Suama contre Tatsu, même s'ils sont dans la même équipe, ça prépare bien un match, tu sens la tension entre les deux vraiment. Tamura, Honda, Francesco, c'est une très bonne équipe, voilà, ils ont été très bons. Du bon storytelling, et Miyahara a été vraiment fantastique. En tout cas, voilà, tout le monde fait de bonnes performances, et c'est clairement un main event très satisfaisant pour ce show numéro 2 des Dream Hour Series. Et je suis très très hype par le Suama contre Yoshitatsu pour le Triple Crown. Et après avoir vu ce match, je me redis qu'il y a peut-être une petite chance de voir Yoshitatsu remporter le titre. Voilà, je suis vraiment sur du 50-50, je pense vraiment que Yoshitatsu peut le prendre, vraiment. Mais du coup, voilà pour ce show que dans l'ensemble j'ai trouvé vraiment bon, vraiment plaisant à voir. C'était pas un gros show évidemment, il a duré qu'1 h 40 en tout. C'était très bien fait, il y avait que 5 matchs, voilà, le show est très très bien fait. Il y a la construction de cartes est très cool, enfin voilà, je me suis pas ennuyé du long. Et si je conseille de regarder quelque chose, regardez les 3 derniers matchs vraiment, parce que franchement mes deux matchs préférés c'est le tag de Total Eclipse et le main event. Et puis il y a un match de championnat, donc quand même faut le regarder. Enfin pour moi, et en plus il était pas dégueu, il était vraiment bon, je lui ai mis 3,25. Mais voilà, du coup c'était vraiment un show plaisant de la part de All Japan Pro Wrestling. En tout cas voilà, du coup pour cette review d'All Japan et également de Game Changer dont j'ai parlé un peu plus tôt. Merci d'avoir écouté cette vidéo, et du coup d'ici les prochaines vidéos je vous dis à la prochaine.